Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Radio J pour ce nouveau numéro de Classico, votre émission 100% foot du lundi sur notre chaîne Classico, la dernière de la saison, avec au sommaire ce soir la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée de l'Inter Miami de Lionel Messi, place désormais au Bayern Munich, ce sera samedi prochain. On reviendra ensuite sur les arrivées en Ligue 1 de Paul Pogba et d'Olivier Giroud, respectivement à l'AS Monaco et au LOSC à Lille. Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles pour la compétitivité de la Ligue 1 ? Nous en débattrons avec nos chroniqueurs. Et puis, gros plan enfin ce soir sur l'info du jour en Ligue 1, avec la prise de contrôle de Michel Lang, nommée présidente de l'Olympique Lyonnais après la démission de John Textor. Que peut donner cette révolution de palais dans un club au plus mal et qui pourrait bien connaître la Ligue 2 la saison prochaine si rien ne bougeait? Voilà pour les thèmes du soir. Tout de suite, le casting. Et bonsoir d'abord à Alexis Vizin. Salut Alexis. Salut à tous, bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Classico. Alexis, content d'avoir revu Lionel Messi? Je suis toujours content de voir Messi. Moi, je suis pas un anti-Messi. Voilà, après c'est la fin de carrière. Hein. Voilà, ça s'est vu hier soir, mais bon, voilà, content de voir. C'est vrai face au Paris Saint-Germain. Non, avant le match, on avait envie de voir un peu la réaction, et puis on voit que cette équipe de Paris, elle est entre guillemets insouciante par rapport à ce type de sujet. Et puis voilà, 4-0, 1-0 au bout d'une minute, enfin de 5 minutes, pardon. On va revenir sur tous ces détails-là, mais tout ça, mais donc voilà, non, mais c'était bien. Au-delà de Messi, avec Busquets, il y avait Suarez, c'est le foot d'un autre temps. Et Mascherano sur le banc. Mascherano sur le banc. Donc ça faisait un peu foot de légende, quoi. Ouais, exactement. Et puis ça s'arrête en 8ème parce que forcément après c'est le top niveau et le haut niveau qui reprend ses droits. Bonsoir également à Raphaël pour sa première ce soir. Salut Raphaël. Bonsoir Steve et bonsoir Alexis. Salut Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On va y revenir dans le détail avec toi tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une image que tu as retenue pendant le match ou après le match? On a vu par exemple ces scènes avec Messi, Dembélé. Moi j'ai retenu une image, une action, c'est cette passe de Messi sur Luis Suarez qui a failli battre Donnarumma, mais il s'est emmêlé les pinceaux, et ce talent de Messi, dans n'importe quel continent, il arrive à exceller toujours. T'étais aussi content de le revoir, même s'il est forcément un peu diminué, en tout cas il est moins fit. J'étais content de voir que des joueurs même malgré l'âge sont toujours aussi performants. Après moi, quand on le voyait au Parc des Princes, c'est vrai que Messi physiquement avait peut-être plus déjà le même niveau, et puis mais c'est vrai que d'un point de vue qualité technique, même au Paris Saint-Germain, il y avait quand même du niveau, il y avait la vision du jeu et puis la qualité de passe. Moi ce qui m'impressionne, c'est la passe, elle est dans le bon tempo en fait, c'est pas que la vision, c'est savoir faire une passe dans le bon tempo à la bonne vitesse. La semaine dernière, on l'entendait dans une interview expliquer qu'il avait connu à Paris 2 années particulièrement difficiles, douloureuses, notamment par rapport à ses enfants. Est-ce que vous avez été un peu surpris par sa manière de raconter son passage à Paris de manière assez négative finalement? Ouais, c'est malheureux parce que en tant que Parisien, on trouve tous que Paris c'est la plus belle ville du monde, et en fait on voit qu'une personne comme Messi qui aime les grands espaces, à Barcelone il était en banlieue, enfin il y avait quand même une qualité de vie, et puis tout est fait autour de lui, et il se retrouve dans une ville vraiment urbaine, et on voit que l'adaptation est pas si facile, mais c'est intéressant parce que complètement inattendu, hein. On pensait que même Messi serait bien Paris, en fait non, et quelque part c'est ça qui est le plus intéressant, c'est parce que c'est au-delà du jeu en fait, c'est pas qu'il critique le PSG en lui-même, c'est qu'il s'est pas senti à l'aise à Paris, et après ça vexe les Parisiens, mais c'est intéressant d'entendre aussi, et dans le recrutement c'est des éléments qui sont à prendre en compte quand même. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Alexis. Tu peux tutoyer Alexis, je pense. Oui, tu peux me tutoyer. Je suis très d'accord avec toi. Et puis oui, c'est ce mal-être qu'on n'a pas compris, parce que bon, il n'était pas tout seul. Il y avait quand même son grand ami Neymar de Barcelone. Voilà, c'est. Mais je pense que c'est matériel autour de sa venue à Paris. Non, mais je pense que c'est pas les enfants, c'est une nouvelle langue, même s'ils étaient dans une école internationale. Ils parlent pas. C'est pas forcément toujours très simple. Et puis je pense que Messi, qui a été toujours très entouré, même si Paris fait les choses bien, il n'est pas aussi entouré qu'il était à Barcelone. Hein. Barcelone, c'était l'enfant roi depuis 17 ans. Donc. Classico est à suivre, messieurs, sur radioj.fr. Vous pouvez également nous suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube. C'est Benjamin qui est aux commandes, comme chaque semaine. Classico saison 5, épisode 142. C'est parti. Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J.
Steve Nadjar. La Coupe du Monde des clubs, alors que le match entre l'Inter Milan et Fluminense aura lieu ce soir à partir de 21h à Charlotte. Retour donc sur le match du Paris Saint-Germain et la qualification des Parisiens face à l'Inter Miami hier. Au lendemain de sa victoire très maîtrisée, les Parisiens bénéficieront de 2 jours de repos avant d'affronter le Bayern Munich en quart de finale. Le match est prévu samedi prochain. Démarrons peut-être, messieurs, encore avec le match d'hier et la manière dont s'est construite cette victoire qui s'est dessinée assez vite, Alexis, dès les premières minutes du match avec le but d'ouverture de... Ouais, je trouve que le match, il est à la fois facile à voir, avec 4-0 à la mi-temps. Il n'y a pas photo. Sur le deuxième but, le pressing sur Busquets, on voit la différence. Alors, par contre, je parle en termes d'intensité notamment. Ouais, et on voit par contre que, je dis ça, mais Ruiz, on a beaucoup critiqué aujourd'hui, plus personne, il a vraiment atteint la dimension qu'il avait avec l'Espagne. C'est fini les débats sur Ruiz aujourd'hui, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour Fabien Ruiz. Non, mais il y a une classe d'écart. C'est un peu comme si tu vois une équipe de France-Panama en 8e de finale de la Coupe du Monde. À ce point-là, ouais. Moi je trouvais que c'était quand même, il n'y a pas de discussion possible, mais il ne faut pas oublier que l'Inter de Miami était un peu, on va dire, l'invité, pas surprise, mais on va dire l'invité manipulé par la FIFA pour être présent. Parce que théoriquement, selon les titres et les classements, l'Inter Miami ne devait pas être présent à la Coupe du Monde des clubs. Donc, ça se c'est voit. pour revoir dans cette compétition un joueur comme Messi. Enfin, on est plus dans le marketing et dans l'image, quoi. De toute façon, la Coupe du Monde de la FIFA, c'est complètement c'est pas le paradoxe, mais c'est un des paradoxes du monde actuel. C'est qu'en fait, l'argent se trouve dans des pays qui ont une faible culture football. États-Unis, Arabie Saoudite, Émirats et autres. Et du coup, on fait une Coupe du Monde du club pour que ces gens-là mettent de l'argent pour voir les grands clubs face à leurs petits clubs. Sportivement, c'est moyennement intéressant. Raphaël, sur cette classe d'écart au moins entre les deux clubs, tu l'as perçu également hier assez vite pendant le match. Très très vite. Je me suis même posé la question à un moment si le Paris Saint-Germain n'avait pas marqué trop tôt et avait donc en réalité tué le match très très rapidement. Trop tôt pour les spectateurs, parce que pour eux... trop tôt pour les téléspectateurs, mais même pour le rythme du match où l'Inter Miami a totalement laissé la balle au Paris Saint-Germain, n'arrivait même pas à aligner 2-3 passes en première mi-temps. Après, il y a 2-3 points côté Paris Saint-Germain qui m'ont déçu en seconde, mais oui, on parlait de Ruiz, je pense qu'il va falloir se lever très tôt s'il y a un remplaçant et un milieu de terrain qui arrive au Paris Saint-Germain, parce qu'il est devenu pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. L'Inter Miami n'avait finalement, Alexis et Raphaël, a priori aucune chance à partir du moment où la broyeuse, comme on l'appelle, s'est mise en route côté parisien. Ce qui est intéressant de le voir, on est quand même quasiment au mois de juillet, on est le 30 juin, on voit que cette équipe en a encore... Exactement, c'était peut-être l'interrogation principale, c'était parce que le teasing d'avant-match sur Messi qui allait avec son équipe. Oui, c'était un peu le storytelling autour du match. Ouais, exactement, c'était un peu en le seul. Fait, effectivement, et puis on pouvait penser que les Parisiens, encore une fois, mais ce qu'ils ont démenti dès le match contre l'Atlético, qu'ils allaient prendre la compétition un peu au-dessus de la jambe, non pas volontairement, mais parce que inconsciemment, on a atteint un objectif... l'objectif du club et que donc quelque part s'il joue pas à fond et que l'autre est à son maximum, il peut y avoir match, mais en fait c'était une démonstration. C'était une démonstration et les Parisiens montrent encore une fois qu'ils sont vraiment là pour aller au bout et pour gagner cette compétition. Donc c'est encore une fois la force d'Enrique d'avoir réussi à créer un groupe qui est à la fois autant fin de victoire. Le seule interrogation que ça pose, c'est qu'il y a quand même un 11 titulaire aujourd'hui qui est inébranlable. Et à part Barcola, qui est un peu le 12e, j'ai envie de dire. Et qu'on va écouter tout à l'heure. Les autres, tu sens que c'est quand même plus dur. S'il y a un coup dur, comment ça va se passer ? On a l'impression qu'un Zahir Emery, par exemple, a pris un vrai train de retard. Parce qu'il était à la base potentiellement dans les 3 du milieu de terrain. Il n'a pas progressé autant que les autres, quoi. Comment tu l'expliques d'ailleurs ça, avant de céder la parole à Raphaël, notamment sur la motivation des J'ai Parisiens. pas l'explication, il y a une petite blessure à un moment donné, mais est-ce que c'est moins son foot ? Il a pris la lumière trop tôt ? Ou c'est plus sur la manière de jouer. Ça peut jouer. Moi, je pense plus que parce qu'il était quand même, il a réussi à s'imposer lui-même, donc il a un caractère fort quand il marque des buts. Il marque des buts importants avec Paris, la dernière contre Dortmund notamment en phase de poule. Et donc c'est un joueur de caractère, mais c'est pas son foot peut-être. Il a peut-être besoin d'être dans un foot un peu moins technique, un peu moins
tiki-taka, comme on dit, c'est peut-être moins son jeu. Tu penses malgré tout que son avenir s'inscrit toujours au Paris Saint-Germain ? Aujourd'hui, c'est un titi parisien. Aujourd'hui, oui, il n'y a pas de raison. Mais voilà, pour moi, la question du PSG aujourd'hui, c'est pas trop sur le 11 titulaire qui me semble inébranlable et qui peut, sans blessure, faire une deuxième saison comme ça. Mais c'est plus, le turnover semble plus difficile. Sur Zaïre Emery, oui. ça, c'est très intéressant parce que départ, pas départ, pour moi, la question que je me pose, c'est y aura-t-il une doublure d'Hakimi ? Parce qu'aujourd'hui, la doublure d'Hakimi en Ligue 1, quand c'est des matchs assez faciles, parfois ça a été Zaïre Emery. Tout à fait. Je me demande, est-ce que si demain, le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre de l'argent... C'est pas son poste, il faut le rappeler. Exactement. Mais si le Paris Saint-Germain est prêt à mettre de l'argent sur un latéral droit, est-ce que la question de Zaïre Emery sur le fait d'un départ se pose-t-elle ? Voilà. Vous ne voyez pas concurrencer un Neves ou un Ruiz la saison prochaine. Aujourd'hui, je ne vois pas du tout comment il peut prendre place de titulaire dans ce Paris Saint-Germain-là, sauf blessure ou méforme. Mais bon, il faudrait une méforme vraiment très importante. Surtout que ces joueurs-là me semblent avoir l'état d'esprit qui soit adapté à la compétition. C'est pas des joueurs en fin de carrière, c'est que des jeunes. Donc, non, ça va être... Honnêtement, c'est vrai que la question peut se poser, non pas pour le PSG d'avoir Zaïre Emery, mais pour Zaïre Emery, de se dire, est-ce que pour... non, je suis en équipe de France, il est quand même régulièrement appelé en sélection. Et donc, savoir si pour lui, ça pourrait se poser, théoriquement. Je reviens à la performance hier des Parisiens. Comment est-ce que vous expliquez la motivation des joueurs après une saison pleine, très longue par ailleurs, quasiment une année, c'est ce qu'a souligné hier Luis Enrique, quasiment 365 jours cette saison, en vrai, qui a démarré au mois de juillet. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se dit, mais attends, mais s'ils vont au bout, ils vont avoir quand des vacances, parce qu'en fait le 13 août, si je dis pas de bêtises, il démarre à Nantes, je crois. C'est la super. Non, mais le 13 août, alors avant même t'as même la Super Coupe d'Europe aussi, donc contre Tottenham à Udine. T'as le championnat qui démarre fin juillet. C'est complètement. Ils ont demandé un report de leur match contre Nantes. Nantes n'y est pas favorable pour l'instant. Ouais. Non, c'est complètement. Ils aberrant. Ils risquent de le payer aussi la saison prochaine, avec un début de saison un peu. C'est une bonne question, mais justement, je me faisais cette réflexion avant de venir, où en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que Luis Enrique est le premier coach, parce qu'en fait, quand on voit le Real Madrid, le Bayern, quand ils sont dans les bonnes années, on voit toujours que les premiers tours de ces clubs-là sont jamais exceptionnels. En Ligue des Champions, je parle évidemment. On l'a vu d'ailleurs cette saison avec le PSG. Et le PSG, cette saison, a fait pareil. C'est-à-dire que le pic de forme était en février-mars. Donc je pense que Luis Enrique va savoir gérer ça, mais encore une fois, c'est vrai que c'est limite ce qui rend intéressant le début de saison prochaine, de savoir comment le PSG va être, parce qu'en fait, pour les autres clubs, c'est quand même le moment de les prendre. J'imagine d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle Nantes ne souhaite pas reporter le match. Bien sûr. Raphaël. Moi, ce que j'allais dire, c'est que Luis Enrique, qui est un peu très distant avec la presse, etc. Ce qui m'a marqué, c'est l'image d'avant-match où il est tout souriant en allant en conférence de presse. Et Luis Enrique a autorisé les familles à venir pendant cette compétition à être près des proches. Ce que n'a pas fait le Real, qui est en reconstruction, tout comme City, qui sont des équipes en reconstruction. Donc le Paris Saint-Germain, je pense qu'avec cette bulle qu'a installée Luis Enrique en rajoutant les familles et en ayant confiance en ces joueurs, en disant voilà, je vous laisse l'opportunité d'amener vos familles, de pouvoir vous aérer après le match avec eux. Moi, je trouve que ça rajoute une motivation en plus, et notamment pour les joueurs, pour la suite de la, on va dire de l'année, mais même du début de saison. La saison, après une saison particulièrement harassante, je vous propose d'écouter Luis Enrique. C'était au micro de la chaîne DAZN juste après le match. Après cette saison, qui encore reste, j'espère, 2 semaines de plus, et on est prêt pour affronter avec la mentalité que l'équipe a montrée pendant toute la saison. C'était ambitieux de gagner, c'est ambitieux de jouer notre football, et je pense qu'aujourd'hui, on a pu voir les deuxièmes mi-temps, quand ils ont les ballons, ils sont des joueurs de très haute qualité, mais je pense que le premier mi-temps a conditionné le reste des matchs. Luis Enrique en français, messieurs, s'il vous plaît. Ce que fait Luis Enrique, si on prend un peu de recul, c'est quand même tout à fait stupéfiant d'avoir réussi à bâtir un tel collectif avec de telles performances récurrentes. C'est vraiment exceptionnel.
ça le fait monter en panthéon des grands entraîneurs. C'est-à-dire qu'il en était déjà un avec ce qu'il avait contre le Barça, mais c'est vraiment ce qui lui manquait pour moi. C'est dur de dire qu'il y a un match avec Guardiola, mais franchement, il n'est pas très loin en dessous. À ce point-là Ah ouais, je trouve quand même que... Parce qu'en fait, faut pas oublier que quand il prend le Barça, donc ils sont champions d'Europe avec lui en 2015, si je dis pas de bêtises, le Barça, entre lui et Guardiola, ça a quand même tangué sévèrement. Et lui, il arrive quand même à refaire du Barça ce qu'il était, en modifiant un peu le système de jeu. Alors, on peut toujours dire, non mais ils avaient les joueurs exceptionnels pour. Encore une fois, avant lui, ça a tangué quand même. Et donc c'était déjà très beau de réussir à gérer cette machine Barcelone. Et là, il le fait à Paris dans un club où de grands coachs ont échoué. Et c'est un plus beau où exactement. Mais alors, où des grands coachs ont échoué, mais c'est quand même le premier, à part Ancelotti qui n'est pas resté très longtemps, c'est quand même le premier grand coach qui arrive avec une Ligue des Champions. Tous les autres, que ce soit Tourelle, Emery, Pochettino, je parle des principaux étrangers, ils arrivaient avec le statut de challenger, enfin de coach en devenir. En même temps, Pochettino avait une finale dans la poche, une finale perdue. C'est pas la Ligue des Champions, c'est pas la victoire. C'était tous des super coachs, et ils le prouvent par la suite, au demeurant, mais c'était pas des coachs Ligue des Champions, enfin qui avaient déjà gagné. Et donc ça fait quand même pour moi la différence. Et pour toi, Raphaël, sur la trace de Luis Enrique? Pour moi, c'est le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain. On peut pas. Il a remporté le trophée tant convoité. Il a installé une confiance aux joueurs. C'est incroyable ce qu'il a pu dégager. Il y a juste une chose que j'aimerais, on va dire, dans le futur pouvoir voir, c'est ce mercato. Vous l'avez très bien dit. Le 11 titulaire, le Paris Saint-Germain, là. Sauf que le Paris Saint-Germain reprend très tôt. Aujourd'hui, je vois des équipes comme City, comme le Real, qui recrutent énormément pour avoir un banc solide. Mais le banc du Paris Saint-Germain, j'ai très peur du banc du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Parce que je ne vois aucun joueur qui pourrait remplacer une personne du 11 à part Barcola. Après, on n'est pas dans la même configuration. On a un club qui sort d'une saison magnifique, une Ligue des Champions, d'autres qui ont besoin justement de se relancer. Il faut oublier que City et le Real, ils ont recruté aussi pour la Coupe du Monde des clubs. Ils ont recruté très tôt pour avoir que les joueurs soient dans la liste. Il y a un nouveau coach au Real, il y a aussi pas mal de paramètres un peu différents. D'ailleurs, juste par rapport au fait que Luis Enrique soit le meilleur coach de l'histoire du PSG, je pense qu'aujourd'hui ça fait aucun doute, mais avant la Ligue des Champions, j'entendais beaucoup parler de Luis Fernandez, que j'aime beaucoup par ailleurs, par rapport au fait qu'il a gagné la Coupe des vainqueurs de coupe. Mais en 96, le PSG en championnat s'écroule. Le PSG est largement leader en championnat et il s'écroule. Saison assez incroyable. Ouais, alors qu'ils sont très largement en tête, jouent très bien, mais à un moment ils s'écroulent. Je crois qu'ils ont 10 ou 11 points à l'époque. Et puis ils perdent au mois de mars, etc. Il y a un vrai règlement, à tel point qu'à l'époque, c'est Yannick Noah qui doit. Alors, ça se discute, etc. Mais Yannick Noah doit venir en renfort pour créer une ambiance. Voilà, c'était quand même. Michel Denisot. Voilà, c'était quand même particulier. Raphaël n'était peut-être même pas né. Même pas né, non. Le coach du Bayern Munich, Vincent Kompany, a présenté le Paris Saint-Germain comme la meilleure équipe du monde. Est-ce que, où placeriez-vous, à quelle place placeriez-vous, messieurs Raphaël et Alexis, le Paris Saint-Germain 2024-2025 dans le panthéon des plus grandes équipes de clubs de ces 30 dernières années? Tu parlais, Alexis, tout à l'heure du Bayern Munich, du Barça de Guardiola, cette comparaison entre Guardiola et Luis Enrique, mais sur le plan des équipes maintenant, où est-ce qu'on pourrait placer le Paris Saint-Germain de cette année? Le défaut du PSG, c'est qu'il est en Ligue 1 et que du coup, c'est un championnat qui est un peu pris de haut par beaucoup et que donc, on va dire que venant de Ligue 1, ça a potentiellement moins de résonance. Alors qu'en fait, ça devrait en avoir plus. Moi, le 5-0 en Ligue des Champions, pour moi en finale, ça me rappelle le Milan-Barça de 94 à Athènes, 4-0 pour Milan. Avec De Sailly à l'époque. Savicevic, De Sailly. Raphaël n'était toujours pas né. Raphaël était encore moins. Encore moins. 94. Et du coup, il y a à la fois ça, il y a à la fois qu'ils ont tout gagné. Donc qu'ils ont failli être invaincus toute la saison. Ils perdent la 31e journée. Ils sont à une journée de gagner leur record. Puis ils éliminent aussi le champion d'Angleterre qui était l'un des favoris du club anglais. Et aujourd'hui, la Première Ligue a montré, parce qu'on rappelle aussi que la Première Ligue, finalement, n'a été battue que par le PSG, puisqu'ils ont gagné la Coupe, l'Europa League et la Conference League avec Chelsea. Tottenham. À Tottenham, c'était l'Europa League, contre Manchester d'ailleurs, et la Conference League, c'était Chelsea. Donc ils ont vraiment tout gagné. Donc il y a une hégémonie du championnat anglais qui pose d'ailleurs question sur la Ligue des Champions. Parce que là, le PSG a battu tout le monde, mais s'ils n'étaient pas dans le tableau du PSG,
Il y aura peut-être eu un PSG Arsenal en finale, par exemple. Hein. Donc ça va être intéressant pour moi l'année prochaine de voir un peu comment vont se situer les clubs anglais en Ligue des Champions. Mais pour revenir à la question, où est-ce que tu places ce Paris Saint-Germain ? C'est déjà une grande équipe pour moi, au-delà du titre. Top 3, top 5, il faudrait réfléchir pour bien se poser. C'est pas un classement qu'on peut faire comme ça à la va-vite, mais forcément, une saison invaincue, une finale 5-0, t'élimines le grand favori Liverpool, c'est top 3, top 5. C'est une équipe dont on parlera, vous pensez, à l'avenir, comme on parle du Bayern du Bayern, d'ailleurs même du Barça, du Bayern de Guardiola. Non, mais pour moi, si on pense au Bayern, on pensera au Bayern de Ribéry-Robben à l'époque, par exemple. On pense au Barça de Guardiola. Chelsea de Mourinho dans un autre style, mais... Ouais, et encore, je trouve que ce que le PSG a fait, c'est au-dessus de Chelsea de Mourinho qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ou de l'Inter de Mourinho, par exemple. Oui, l'Inter de Mourinho, mais sur un style beaucoup moins dominant. C'est-à-dire que c'est au mental. Ça reste exceptionnel ce qu'a fait l'Inter de Mourinho, mais c'est des victoires au mental. Là, il y a une vraie hégémonie où, en fait, à part contre Liverpool, qui d'ailleurs confirme du coup que c'était quand même la favori avec le PSG, à part Liverpool, il n'y a pas de match, en fait. Arsenal un petit peu, mais franchement, le PSG était au-dessus d'Arsenal. Aston Villa, le match retour, on n'était pas serein. Oui, mais pour moi, est-ce que c'est Aston pas la même Villa histoire s'ils égalisent. Oui, mais est-ce que c'est Aston Villa qui lâche ? Est-ce que c'est le PSG qui a un peu qui lâche un peu le match par ego ? Et d'ailleurs, ça leur a servi pour la suite. Ouais, mais qui a tendance à se relâcher en fin de match. Moins après ça. Je pense qu'ils ont eu peur. Mais c'est pas Aston Villa pour moi. Ouais, mais c'est pas Aston Villa pour moi qui. Oui, mais c'est le même symbole. Totalement. Mais c'est pas Aston Villa pour moi qui fait peur au PSG, c'est plus le PSG qui se relâche. C'est comme ça que j'assimile. On parlait tout à l'heure avec... c'était Raphaël, tu nous parlais de Mercato et on parlait également de Zaïre Emery. Qu'est-ce qui manque encore à cette équipe ? Est-ce que vous voyez des éléments qui pourraient pallier certaines défaillances, évidemment limites, compte tenu de cette saison fantastique du Paris Saint-Germain ? Où est-ce que vous pourriez, si vous étiez directeur sportif du Paris Saint-Germain, où est-ce que vous auriez cherché des renforts pour la saison prochaine ? Moi, il y a un poste qui est très... où j'arrive pas à voir un joueur se détacher, c'est le poste d'attaquant droit, parce que Dembélé est donc passé buteur. Ça se joue entre Doué et Barcola. Doué a pris de l'avance. Doué a pris de l'avance, mais sur son début de compétition de la Coupe du Monde des clubs, il m'a pas transpercé. Il a même d'ailleurs peut-être pris trop de confiance à nous faire des dribbles. Tu penses pas que c'est pas forcément significatif ? Compte tenu de sa fin de saison éblouissante et sa finale notamment ? Oui, ça sûrement, mais ce poste de Doué où parfois il est même replacé à gauche, etc. Ce poste d'arrière droit, d'attaquant droit me pose un peu problème. Si je devais recruter, ça serait dans ce... Attaquant, attaquant droit. Non, moi c'est pas là. J'aurais plus dit ce que tu as dit au départ, c'est-à-dire un arrière droit avec Hakimi, un central avec Marquinhos. Moi je pense que Marquinhos faudrait qu'il. Oui, ça c'est vrai aussi. Faudrait qu'il. C'est difficile à dire, mais je trouve que sur les matchs de Ligue des Champions, c'est toujours de son côté, il vient le danger, il est parfois pris vraiment sur les. C'est la finale qui a un peu presque sauvé sa saison. En tout cas, d'accord. En fait, il est beaucoup aidé par Pacho, je trouve, et je trouve que sur les duels aériens, il est souvent pris. Il a une bonne mentalité. Encore une fois, ça change rien, c'est une sorte d'âme du club, mais on va dire d'un point de vue sportif, je pense que ça serait le moment pour lui, même, j'ai envie de dire même pour lui d'arrêter quoi. Au PSG, je parle. Après, il peut continuer, puis on peut gagner une deuxième fois avec lui, mais je trouve que dans le jeu, il y a un manque là. Et puis après, pour moi, l'autre poste devant, c'est pas tellement. Parce qu'en fait, quelque part, Dembélé joue dans l'axe, mais Dembélé peut aussi jouer à droite. Ils peuvent tourner avec Barcola et Kvara, donc c'est pas tellement. C'est plus l'avancante parce que j'aime beaucoup Ramos. Moi aussi. Je lui vois des qualités, mais je trouve que. Et d'ailleurs, on le voit dans cette Coupe du Monde des clubs, puisque sur le premier match, Enrique le met titulaire, et depuis, il le fait plus jouer. Hein. Donc il y a une sorte de problème, il n'a pas montré à Enrique, il y a une sorte de problème, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur Zaïre Emery. Ramos c'est un super joueur, est-ce qu'il est adapté à Luis Enrique ? Pas forcément, et est-ce que c'est intéressant pour lui de rester au PSG ? J'en sais rien, et est-ce que le PSG a pas intérêt à avoir un autre profil ? Peut-être. Alors ce match c'était aussi l'occasion de revoir Ousmane Dembélé qui était blessé, qui avait été blessé lors de la trêve avec... la trêve internationale avec l'équipe de France. Vous étiez d'abord content de le revoir, et puis est-ce que vous considérez que c'est toujours l'atout numéro 1 de cette équipe ? Pour moi, clairement.
Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de débat sur ça. Non, clairement, parce que de toute façon, encore une fois, c'est un joueur qui est très beau à voir. Au-delà même de l'aspect décisif, je veux dire, avec le ballon, il est toujours inarrêtable, il arrive toujours à créer des différences. Et puis, je trouve que cette année, c'est ce que je disais depuis le début de saison, mais il a pris une stature et on sent que mentalement, il a pris une dimension folle. C'est hyper intéressant pour le PSG, pour lui, qu'il arrive justement juste quand ça commence à devenir intéressant, puisque c'est les quarts de finale contre le Bayern le prochain match. Et là, il va arriver frais en plus. Donc, c'est très intéressant. Et puis, encore une fois, par sa personnalité, on sent que c'est un vrai leader de vestiaire à sa façon. Ça va pas être le leader à l'ancienne, Papa Poule, qui va concentrer les joueurs, mais peut-être de Ramos, il fait peur à l'équipe adverse. C'est ça aussi qui est un élément mais Ramos, c'est déterminant. intéressant, mais c'est juste que par rapport au système de jeu de Luis Enrique, il n'est pas adapté, il est trop hors du jeu en fait. Il n'arrive pas à rentrer dans le circuit. Dembélé, il peut rentrer, il peut changer, il peut permuter, c'est ça qui le rend dangereux, il est insaisissable. Et puis il a les 2 pieds évidemment, donc il est vraiment insaisissable. Même presque plus que Messi d'ailleurs, j'ai envie de dire, que sur la partie flexibilité du jeu. Oui. Il y a un autre attaquant qui n'a pas encore trouvé sa place d'indétrônable au sein du 11, c'est Bradley Barcola. Et vous avez peut-être vu cette séquence après le match, interviewé toujours par nos confrères de DAZN, par l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Claude Makélélé. Écoutez. Donc il y a une seule qualité que je vais dire, parce que souvent je pense que c'est négatif. Il est toujours après toi, ton coach, en train de gueuler, tout. C'est parce qu'il s'intéresse à toi. Il veut que tu réussisses. Si tu l'écoutes, j'assure que tu deviendras titulaire dans cette équipe. Et tu as les qualités pour faire. Et je te le souhaite vraiment. Okay. Merci, c'est gentil. C'est bien, il est motivant, Claude, quand même. Hein. Barcola a beaucoup à prouver la saison prochaine. Plus encore qu'un Doué, par exemple. Je trouve que Barcola, parfois on minore ce qu'il fait, mais en début de saison, c'est lui qui tient le PSG. Pour moi, il est clairement dans la rotation. Il fait une super. C'est dommage qu'il ne marque pas en finale, mais il fait quand même une super entrée dans l'esprit. J'avais trouvé que dans les matchs précédents, quand il est rentré, il n'était pas toujours dans l'esprit, notamment contre Nice. Alors après, la Ligue des Champions. Mais il est passé quand même derrière Doué. Dans la hiérarchie. En fait, c'est pas tellement Doué, il est passé derrière Gvara. Parce qu'à la base, Barcola, il joue à gauche, et Gvara, ça reste. Bon, Gvara est arrivé pour être titulaire. De toute façon, Gvara, c'est le meilleur joueur du championnat d'Italie. À un moment donné, il y a un vrai concurrent en face. Et donc, toute la question était de savoir comment Barcola allait accepter. C'est pas tellement sur l'aspect technique, mais sur l'aspect régression d'un point de vue titulaire, de passer titulaire indiscutable là dans la rotation, c'est un changement. Je trouve qu'Enrique par rapport à ça le suit très bien. Parce qu'évidemment qu'il doit être derrière lui tout le temps pour lui montrer. Évidemment qu'il a sa place dans le PSG. Pour moi, lui, c'est pas mis en cause. Il jouera et il joue suffisamment de matchs pour ne pas se sentir non plus dégradé. Et qu'en fait, c'est plus une question d'environnement. Donc, s'il a un environnement suffisamment solide, j'ai pas trop de sujets avec Barcola. C'est un super joueur. Il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Mais Gvara, c'est quand même c'est une stature. Vara, c'est aujourd'hui pareil. Tu me parlais du PSG, techniquement, et en termes Vara, d'exemplarité c'est top 3, top 4 mondial quand même. C'est un sacré joueur. Hein. Au niveau des replis défensifs, techniquement, c'est. Raphaël, sur Barcola. Il y a tout de suite une comparaison entre Gvara et Barcola sur le fait que Gvara pouvait faire défendre et faire des courses impressionnantes dans tous les sens du jeu. Mais je pense que Barcola, cette saison, il a tout à gagner. Il a son épingle du jeu à sortir. On a dit sur la forme, sur le nombre de matchs qu'il y aura. Il peut être à la fois à gauche comme à la fois à droite. Et en cas de méforme de Doué, allez, peut-être une blessure de Dembélé, on n'espère pas, mais voilà. Je pense qu'il a une place à gagner et s'il le prouve, il pourra voire même être indiscutable en milieu de saison. Et puis tu parlais de côté droit, mais je veux dire quelque part, Barcola peut aussi se dire, Gvara c'est au-dessus du lot, mais je vais attaquer le poste droit et à droite il y a encore du déchet, donc il a du travail à mener. À faire. Mais sur un dernier mot avant de jouer, un mot et pas des moindres sur l'aspect financier de cette compétition. Le Paris Saint-Germain a déjà empoché près de 50 millions de prize money depuis le début de cette compétition. Le grand vainqueur touchera pour la seule victoire en finale 35 millions d'euros. C'est le principal intérêt de cette compétition pour les clubs en termes de participation, à côté de leur image à l'international. C'est clairement le principal intérêt, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est les petits pays, même l'Italie c'est un grand pays, mais je veux dire des petits pays d'un point de vue football qui ont l'argent et qui payent pour avoir les Parce qu'on va dépasser les 100 millions là, si Paris va jusqu'au bout. Oui, et du coup ça donne ce type de compétition qui pour moi a moins d'intérêt. En fait,
Alors, il y a Inter Fluminense qui se joue en ce moment, si je dis pas de bêtises, à l'heure où on tourne. Mais voilà, quand on voit on disait que les Brésiliens faisaient un super début de tournoi, mais dès que on a eu Flamengo Bayern hier, il n'y a pas eu. Raphaël a bien suivi le match, mais on voyait bien sur les buts que le Bayern était très au-dessus de Flamengo. Et en fait, la Coupe du Monde, elle est intéressante parce qu'entre guillemets, si on va au bout, il y a les Sud-Américains, Brésil et Argentine, qui ont quand même des top joueurs contre les pays européens. Là, au niveau des clubs, il y a quand même un écart de niveau qui me semble trop important pour donner de l'intérêt à cette compétition. Ça va se finir avec que les clubs européens à la fin, a priori. Et du coup, ça va enlever de l'attrait à cette compétition, quoi. Je suis tout à fait d'accord, c'est totalement ça. Et puis bon, il y a aussi des clubs européens qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Je pense notamment à Porto qui a totalement lâché face à Inter Miami. C'est peut-être trop marketing cette compétition. Messieurs, c'est l'heure du rétro quiz. Le rétro quiz arrive, il vient de loin, il vient des années. Alors j'en avais préparé 2. Le premier, mais Raphaël n'était pas là, en septembre 94, PSG Bayern Munich, tu t'en rappelles? Celui-là, septembre 94, le 11 du Paris Saint-Germain. Bien sûr, de mémoire, c'est Daniel Bravo qui marque le premier but au Parc. On gagne 2-0. Ouais. Donc c'est l'équipe du 94. Après un but de... alors le deuxième... Le deuxième, c'est Bravo. C'est le deuxième Bravo. Le premier, c'est ce but sur la reprise... c'est Wea, non? C'est Mister George. Ouais, c'est Mister George. Mais le but Bravo, ma cassette Euro PSG. Oui, on la connaît cette cassette. On salue la cassette. Et donc, au Bayern, c'est déjà Oliver Kahn dans les buts. Alors, non, juste Paris Saint-Germain. Et Paris Saint-Germain, donc c'est Bernard Lama. Bien sûr. Il y a Le Guen, Guérin, Fournier, je pense. Fournier là, ouais. Fournier, non. Non, pas Fournier, Colletter. Colletter, c'est non. Ah ouais? Pas 96 encore, il est parti? Non. En 94? Non. Il est pas là ce soir-là. Ok. Ricardo est là toujours ou pas? Ricardo est là, bien sûr, à côté d'Alain Roche. À la Roche. Alors, les latéraux. Sympathiques, les latéraux. J'aurais dit Colletter, c'est marrant, mais il n'y a pas Colletter. Plus jeune. Plus jeune? Deux joueurs plus jeunes. Un qui a joué à Lille, l'autre à Nice. Ah bah, Cobos. José Cobos, bien sûr. Et ça, c'est pour ceux qui ont joué à Nice. Voilà. Et Lille, qui a joué à Lille après ou avant? Je sais plus. Après, je sais plus. Oumar Dieng, ouais, j'aurais pu en tête. Oumar Dieng. Paul Le Guen, j'ai dit. Francis Yassar qui Vincent Guérin. Vincent Guérin n'est pas là. N'est pas là? Ah si, pardon, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Valdo, bien sûr. Ginola est là aussi, non? Et voilà, Ginola, ouais. On passe décembre 2017. Raphaël, tu es né, tu es avec nous. L'équipe du Paris Saint-Germain ce soir-là, on est en Ligue des Champions. Tu démarres? En 2017. 2017. Dans les cages. 2017. Ou ailleurs d'ailleurs. En attaque par exemple. Je dirais milieu de terrain, Verratti. Verratti au milieu de terrain, il est présent, le premier point. Une valeur sur Verratti. Pour Raphaël. 2017, il y a forcément Cavani aussi du coup. Eh oui. Allez, maintenant c'est ouvert. Neymar. Mbappé. Oui, de partout. Allez, vous avez donné les faciles. Marquinhos. Très bien. Raphaël, ça fait 3. Thiago Silva, 3 partout. Juan Bernat, c'est très joli, mais c'est non. Non, mais en 17, il y a Maxwell toujours, non? Il y a Maxwell, non. Il est parti, non? Pastore, Javier Pastore, il n'est pas là. Ok. Dans les buts, c'est pas facile parce qu'il y a eu des changements de gardien à cette époque. Alors. Et donc, je me demande si c'est pas l'année de Buffon 2017 non, ou pas? Non. Pas... En tout cas, il est pas là ce soir-là. Non, si c'est pas Buffon, c'est Areola a priori. Alphonse Areola dans les cages, ça fait 4 pour Alexis. Alors, il nous reste. Il n'y a pas Meunier 2017. Défenseur. Meunier n'est pas là. Alors, Dani Alves, bravo, ouais. Raphaël, ça fait 4 partout. Alves est là. Alors, un défenseur va remplacer Thiago Silva. Un défenseur français à la 72e minute. Kimpembe. Oh, attention, Raphaël qui prend l'avantage. Ça fait 5. Il nous manque un latéral. Recrue cette année pour le Paris Saint-Germain. C'est pas Berchiche, c'est pas cette Berchiche? Il est parti déjà? Non. Un espoir. À l'époque, un espoir. Ah bah Kurzawa. Ça fait 5 partout. Milieu de terrain.
Marco Verratti, vous m'avez dit où? Ouais. Tout à l'heure. Il y a Rabiot. Il y a Rabiot. Il nous reste 2 joueurs. Un titulaire et son remplaçant. En milieu de terrain. En milieu de terrain. Mota et Matuidi. Non. Il a été à la Juve. On a un joueur qui est arrivé à un gros transfert à l'époque. Pour le Paris Saint-Germain. Draxler. Bravo. Ouais. Ça fait 6. 5. Remplacé par un autre transfert. Pas resté très longtemps au Paris Saint-Germain. Herrera. Non. Giovanni Lo Celso. Ah ouais. Vous voulez tenter un joueur du Bayern? C'est la victoire de Raphaël, hein. Le Bayern, c'est Müller, j'imagine. Müller, Ribéry, Lewandowski, voilà. Coman, James, Kimmich, oui. Hummels. Il n'y a pas l'Espagnol derrière? Tolisso. Martinez? Non, pas de Martinez. Et bah, c'est une victoire pour Raphaël pour cette première partie. Bravo Raphaël. On enchaîne avec le Mercato.